en début d'après-midi. Donc nous allons commencer cet après-midi par une première session sur l'art escénique. Nous allons entendre deux conférences de 30 minutes chacune environ. Et ensuite, elles seront prolongées par une période de questions. Donc, la première personne qui va parler, c'est M. Christian Gattard, qui est sociologue, prospectiviste et écrivain. Il a publié une dizaine de livres, de récits, d'essais, dont notamment Nos 20 prochaines années, Le futur décrypté en 2009, Mythologie du futur en 2014, et également Rupture, vous avez dit Rupture, qui vient tout juste de paraître. Donc, il dirige également la collection Géographie du futur aux éditions de l'Archipel. Et sa conférence, donc je vais lui céder la parole, sa conférence s'intitule L'allégeance relève. Monsieur Gattard, nous écoutons. Merci. Bonjour, donc par rapport à ce matin, ce sera un intéressant rebond sur les échanges que nous avons eus ce matin. Peut-être pour me présenter et voir la façon dont je travaille. Moi, je suis comme je suis ça. Hein. Mais en fait, mon job consiste essentiellement à parcourir le monde en permanence pour essayer de voir ce qui se passe. Et j'ai la chance d'être consultant auprès de grandes entreprises qui me demandent où va le monde, que deviennent des choses, quelles sont les psychologies qui changent, etc. Et au fur et à mesure, ça me permet de nourrir mes bouquins, ça me permet de nourrir cette littérature qui fait qu'à un moment de la vie, on se rejoint comme aujourd'hui. Alors, la première occurrence de cette rencontre, ça a été précisément les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux qui m'ont permis de rencontrer Hervé. J'avais lu qu'un Hervé qui avait mis en ligne Mythanalyse en 2000, et moi je faisais mes recherches sur où va-t-on, qu'est-ce que c'est que les mythes d'aujourd'hui, la psychanalyse, j'avais traduit des bouquins de psychanalyse, etc., ça m'intéressait. Et puis, alors voilà, j'envoie un mail à Hervé, d'ici, de là-bas, qui reçoit ici. Je ne sais pas trop ce que tu t'es pensé, ce que tu as pu penser. Toujours est-il que quelques semaines plus tard, nous prenions un café à Paris, dans le 17e. Et quelques semaines plus tard encore, nous dînions ensemble à Paris avec un certain nombre de camarades, dont Luc qui est là. Et ces rencontres se sont poursuivies. Patricia en a fait partie, etc. Nous avions ce premier soir créé un concept qui nous appartient encore, la Ligue des mythographes extraordinaires. Ça a duré ce que ça a duré, mais c'était l'occasion de concrétiser, d'incarner concrètement ce qui nous préoccupait, nous, en tant qu'individus. Pourquoi on s'intéresse aux mythes? Qu'est-ce qu'ils ont, les mythes, dans les tripes, qui fait que ce soit des choses qui nous concernent. Alors, je vais essayer de résumer, pour finir, un certain nombre de points qui m'intéressent, c'est justement des mythologies contemporaines. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la tête des gens, que ce soit alors, dans mes voyages, que ce soit à Shanghai ou à Lomé au Togo, que ce soit à Buenos Aires ou à Moscou, qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens, et puis quels sont les instruments qui sont à notre disposition. Alors, tout le monde connaît la chute d'Icare de Bruegel, alors elle n'est pas du tout bien présentée ici. Je vais la mettre là, le moment de vous la représenter, sachant que la chute d'Icare, évidemment, c'est un mythe fondamental, hein, c'est une ancienne histoire qui semble plus ou moins nous appartenir tous, qui est une histoire qui raconte des choses finalement incroyablement contemporaines, et le passé, on l'a suffisamment dit ce matin, je pense, le passé c'est aussi ce qui construit notre présent et notre avenir. Dans la chute d'Icare, on a bien sûr Icare qui s'implante et qui tombe dans l'eau discrètement ici. Icare, dans la mythologie contemporaine, nous en avons des occurrences terribles. Icare est le copilote allemand d'il y a 3 semaines. Icare et les accidents. Icare est la montée vers le ciel. Icare et les fusées qui explosent. Icare, il est là en permanence. On est dans le défi d'Icare. Ça me paraît quelque chose de puissant par rapport.
France. Et donc ce tableau m'intéresse aussi parce qu'il y a la charrue. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu Bruegel, Bruegel est un passionné de proverbes. Dans ce tableau, il y a, quand on regarde bien, ici, le crâne, peut-être d'un mort. En tout cas, le proverbe dit « Aucune charrue ne s'arrête pour un homme qui meurt ». Intéressant. La charrue continue, le travail se fait et tout. Et notre travail à nous, il est là de sculpter les mythes, de voir ce qu'ils deviennent et tout. Et on va mourir et les mythes seront là encore, ils vont continuer de nous avancer. Et la charrue. Dieu sait si la charrue, c'est un mythe, un imaginaire que nous avons tous. J'ai récemment été consulté par figurez-vous, des fabricants de machines agricoles qui me demandaient « Mais c'est quoi les machines agricoles du futur ?» Je vais donc dans les vignes, je vais donc sur les terrains agricoles, et je me retrouve il y a quelques mois dans une immense ferme à côté de Paris. Je regarde, je visite, hein, puis je regarde dans les hangars, hein, il n'y avait pas de charrue. J'interroge l'agriculteur, il dit, pas de charrue, qu'est-ce que fait? Non. L'agriculture du futur, dans les champs, ce n'est plus la charrue, ce sont les asticots que l'on va piloter dans le sol pour remplacer la charrue. Ça, c'était des choses étonnantes, ça me faisait de la peine pour Bruegel, quoi, et tout. Mais en même temps, voilà, les choses passent de cette façon. On pourrait passer des heures sur ce tableau qui est, ma foi, absolument passionnant. Mais il y a 2 ou 3 instruments, vous voyez qu'il a servi cet instrument à tenir ce tableau qui s'en allait. Je crois beaucoup à la symbolique du serre-joint. Le serre-joint, c'est quelque chose qui est très intéressant, parce que ça permet de faire converger les choses, de les tenir ensemble, pour qu'à un moment donné, on les fasse se rencontrer, tenir le temps de l'analyse, et puis ensuite chacun va de son côté. Je me souviens profondément du serre-joint. Nous avions avec Antou cette discussion sur les masques. Alors eux, c'était où est-ce qu'il est Antou? C'était les masques du Mentawai. Ce masque, je l'ai échangé au Sarawak, il y a 30 ans, dans une tribu de Dayak. Échange de masques, échange de regards. Qu'est-ce que c'est que les masques? Qu'est-ce qu'ils nous cachent? Qu'est-ce qu'ils nous dévoilent? On avance masqué quand on regarde ces mythologies, et elles nous tiennent parce que des petits objets, ça c'est à Pékin, ça vaut que dalle, hein, c'est des biblioteries vendues à Pékin, mais le concept même du dragon est absolument omniprésent. Il y a des dragons partout dans nos mythologies, et là encore, qu'est-ce que c'est que les dragons d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils deviennent aujourd'hui? Ce sont autant d'interrogations que je vais essayer de vous faire découvrir, m'accompagner dans cette réflexion. Alors, je n'ai évidemment pas la prétention, aucun prospectiviste ne devrait avoir la prétention de prédire l'avenir, mais au moins de regarder les choses, de voir comment les choses peuvent fonctionner. Hop là. Et je vous propose de découvrir un certain nombre de ces mythologies contemporaines qui ne sont pas des mythologies nécessairement incarnées dans des individus, hein, mais plutôt dans des subjectivités collectives, comme dirait Gérard Klein, qui est un spécialiste de science-fiction. Subjectivité collective, c'est intéressant, parce que Dieu sait si aujourd'hui, quelque chose nous paraît important, c'est cette idée d'hybridation. Où sommes-nous? Dedans? Dehors? On reconnaît le passe-muraille de Marcel Aimé, là, qui est là, et qui cherche sa place. Il cherche sa place, et ces hybridations s'incarnent dès aujourd'hui. Je prends quelques exemples, hein, mais là c'est Mathieu Barnet qui est en train de réfléchir sur la place du masculin, du féminin, de l'homme, de l'animal. Hybridation entre l'animalité et l'humanité, ça a été abordé ce matin, et je crois que c'est profondément pertinent d'y réfléchir. À Shanghai, il y a 2 ans, exposition dans une de ces galeries formidables, il se passe plein de trucs à Shanghai, où cette figure de Confucius
était dans la piscine? Est-ce qu'il était en train de se noyer dans la piscine? Ou est-ce qu'il était en train d'essayer d'émerger de la piscine? C'est tout l'enjeu du monde chinois contemporain sur la place des philosophes fondateurs. Faut-il les reprendre? Faut-il les faire disparaître? C'est cette hybridation du temps, cette hybridation de l'histoire qui me paraît intéressante, je l'ai dit. Sachant que la Chine, évidemment, tout le monde en parle aujourd'hui, mais là je rentre du Togo, où on sent bien que là le monde bouge d'une façon incroyable quand on va rencontrer les jeunes entrepreneurs, la jeunesse de l'Afrique de l'Ouest, qui sont en train de se créer des mythologies, alors qu'ils sont... C'est toute ambiguïté. Est-ce qu'ils essaient de se récupérer des mythologies occidentales, modernes? Est-ce qu'ils essaient d'en créer d'autres? Ce jeune garçon qui, l'année dernière, avait réussi à créer une imprimante 3D à partir vraiment de matériel de bricolage, etc. et tout, qui ensuite a fait le tour du monde. Il a été invité à New York, il a été invité dans le monde entier, etc. Et où ces trois jeunes filles d'Afrique de l'Ouest qui avaient réussi à faire marcher un moteur avec de l'urine animale. Donc, toutes ces rencontres-là, là on est vraiment dans la création d'une mythologie contemporaine. Alors, je vous rejoins, cher ami, sur le fait que quelquefois on peut se crisper et s'agacer un peu sur le monde tel qu'il est. Hein. Je suis bien d'accord, il y a des mythologies de crispation. Hein. Des mythologies qui, de temps en temps, foutent un peu la trouille. La torture, sans parler de celle qui nous surplombe, de Daesh, etc. C'est des points qui sont extrêmement forts. Hollywood s'en empare, évidemment, avec toute une littérature post-apocalyptique. Antoine Volodine, dès que le film sur Terminus Radieux sera sorti, s'il arrive un jour, ça sera typiquement une image qu'on pourra utiliser pour voir ce que c'est qu'une société post-apocalyptique. Enfin, je voudrais quand même souligner qu'à la fin du film hollywoodien ou du roman de Cormac McCarthy, La Route, sur la plage, à la fin, la famille se survit. Si l'homme meurt, l'enfant est là, il a enfin des chances de survivre. La société n'est pas totalement détruite, le monde n'est pas totalement voué à l'apocalypse. Certes, il n'a pas toujours très belle figure, mais on peut essayer avec ces fameux whistleblowers, ces lanceurs d'alerte qui sont là tout autour de nous et qui sont depuis Assange, Snowden ou en France, Prenel, Mediapart, qui sont des gens qui peuvent être extrêmement agaçants et prodigieusement intéressants, des gens qui explorent, c'est des gens qui grattent, c'est des gens qui vont de l'avant et qui sont là pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. À côté de ces crispations avec lesquelles il a bien remarqué qu'on vit, on a, je pense, essentiellement autour de nous ce que j'appelle des mythologies d'intensification. On est sans arrêt dans un davantage, dans un encore plus, dans une volonté d'hypersensualité, dans une volonté d'en voir toujours davantage. C'est un vrai projet d'Airbus sur un avion qui, dans 10-15 ans, nous permettra de traverser le monde avec ces nouvelles structures qui nous donneront certainement une forme de vertige. Je vais trop vite. La technique. Je ne suis pas un technicien, je suis simplement un observateur de ce que la technique fait sur le monde, de ce que l'on va évidemment appeler une anthropotechnie. Et là encore, c'est une forme d'hybridation. Mais l'hybridation, elle date depuis toujours. Il y a toujours eu une hybridation entre le silex et la main. Dès les premiers moments, on continue cette forme d'hybridation. À côté de quoi, cette exploration de la technologie, bien sûr, continue de faire peur. Bien sûr, le transhumanisme, on ne va pas se développer trop là-dessus, mais le transhumanisme continue d'être une promesse et une terreur. On a le sentiment de très très forte tension par rapport à ces éléments-là. Le mythe du savant fou continue de nous accompagner. Il est toujours présent. Et puis, j'étais très intéressé de voir que ça n'a pas quitté
nos discours depuis ce matin, le chaman et le retour de la spiritualité qui accompagne la technologie. Ce mariage entre la technologie et la spiritualité, quelle qu'elle soit, quelles que soient les pistes que l'on explore, elle est là, elle est extrêmement présente, et je ressens fortement qu'elle fait partie de notre futur, et elle va s'exprimer peut-être dans la science-fiction, elle va s'exprimer dans une science-fiction que l'on va s'accaparer, qui va être complètement partie de notre présent. Il faut, certes, toujours, et c'est pour ça que ce matin c'était passionnant, même si je me suis élevé un peu contre les deux dernières interventions en disant c'est trop noir, etc. Mais c'est justement le contraste entre le noir et blanc qui est intéressant, c'est le contraste entre cette tension qu'il y a entre les imprécateurs du futur qui sont là tels des carnassiers et qui nous surveillent, et c'est des points puissants. Là, évidemment, on connaît tous le mythe qui est autour de ça. C'est le fripon divin, c'est le trickster, hein, c'est celui qui nous observe en permanence, qui met des bâtons dans les roues, celui qui est là pour toujours essayer de, peut-être de nous faire aller plus loin, en tout cas de nous provoquer. On pourra discuter de ce trickster, bien sûr. Mais, mouvement de balancier, nous n'en sortirons que si nous arrivons à nous réconcilier avec ces éléments, quels que soient les gens, quelle que soit leur gueule, quel que soit leur style de vie, quelles que soient leurs attentes. Et mes deux fumeuses de cigares me semblent être une bonne interprétation de ces nouvelles rencontres possibles. Rencontres possibles parce que je crois profondément à techno-friendly, hein, la possibilité, grâce à la technologie, de nous réconcilier. Les réconciliations émotives, psychologiques qui sont là, vont pouvoir s'incarner à travers ces machines, voire même on pousse le bouchon quelquefois vers la nostalgie. On est beaucoup dans des nostalgies. Je parlais de ces études dans le monde agricole. Aujourd'hui, on voit le retour du cheval dans le monde agricole et dans les vignes. C'est un peu bidon, c'est un peu pour faire spectacle, etc. Mais l'intérêt, c'est que c'est de l'image et on a besoin de cette image-là. Alors certes, le spectacle est de bord, enfin, de montrer du doigt en disant combien on ne devrait pas faire ça, mais c'est la réalité du monde d'aujourd'hui. Nous sommes dans l'image. Et cette image, elle est vécue alors par le banquet. La figure du banquet est un des grands mythes fondateurs autour desquels je vois qu'il se... Enfin, je dirais, je ne crois pas qu'il a été perdu, hein, mais on parlait de réenchantement, c'est sûr qu'il y a un réenchantement par le banquet qui est là, qui est intéressant, et, excusez-moi, par le fait aussi que la ville du futur restera pas forcément aussi désagréable qu'on le pense, et les scooters volants que imaginait Luc Besson dans le 5e élément, on n'en est pas tellement loin. Et en plus, surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça deviendra parfaitement banal et parfaitement acquis. Et alors, cette image est censée représenter la philanthropie. Car un des grands mythes aussi d'aujourd'hui, c'est ça. C'est le don de soi, le don d'une certaine forme de semence qui fait que les ONG vont être un des très grands acteurs du monde de demain, même si elles se font massacrer en ce moment au Moyen-Orient. Il y a là des directions qui sont très importantes. Et au fond, j'avais intitulé le titre de cette intervention « L'allégeance rebelle ». Avec Sylvie, nous avons discuté un petit peu hier de ce que c'était vraiment que l'allégeance. Dans mon esprit, l'allégeance, c'est la reconnaissance d'un certain pouvoir. C'est la reconnaissance, aujourd'hui pour nous, du réchauffement climatique. Hein, qu'on soit d'accord ou pas, il y a le réchauffement climatique qu'il faut faire avec. La reconnaissance de la puissance de l'argent. Mais à l'intérieur de ce système, à l'intérieur de ça, avec cette allégeance, il y a la possibilité de se rebeller et dans le système. Et peut-être pas comme autrefois on disait du passé faisons table rase. C'est plus tellement ça qui fonctionne. Ce qui fonctionne, c'est précisément le fait qu'à l'intérieur du système,
on va pouvoir y arriver. Il y avait un plan A dans l'histoire de l'humanité, où on disait, on a inventé la religion, on a inventé le fait de vivre ensemble, etc. On a vu que la religion, ce n'était pas vraiment la solution, et le radeau de la Méduse l'a emporté. Ensuite, on a eu un... Oh, excusez-moi. Le plan B, c'était précisément des choses dont nous en parlons aujourd'hui. Le plan B, c'est la lecture des textes. Le plan B, c'est la reconnaissance de l'émerveillement qu'on peut avoir devant les textes. Mais souvent, ce sont des textes qui n'appartiennent qu'à des élites. Il est temps d'en sortir, il faut aller au-delà de ça. C'est pour ça que je crois beaucoup que le plan C d'aujourd'hui, c'est vous et moi. Le plan C, pour sortir de ça et pour remodeler les mythes, c'est se poser la question « Where is the beef for me ?» Qu'est-ce qui se passe pour moi? Et moi là-dedans, qu'est-ce que je deviens? C'est en quelque sorte le retour de la mise en danger de soi, qui est une véritable nouvelle aventure, le fait de l'oser. Et ça passe par l'artiste. Et pas forcément l'artiste qui va être sur son chevalet ou devant son écran. C'est l'ensemble de la dimension artistique qui est en nous. C'est celle que j'appelle l'artiste poly-industriel. Qu'est-ce que je raconte là, sinon toute une série de fractures? Qu'est-ce que je constate dans mes voyages à travers le monde, sinon toute une série de fractures impossibles, de dureté, de barbarie, etc. La création de sutures est quelque chose qui est important. J'en ai eu pour preuve cette exposition extraordinaire au quai Branly il y a quelques années sur les objets africains blessés. La façon dont les Africains avaient retravaillé des objets, recyclé des objets et avaient créé des sutures pour les faire réexister. C'est aussi des artistes plus contemporains qui se créent des sutures sur le visage. Ces artistes que j'ai vus photographier au Queens à New York, qui étaient en train de créer des sutures entre le passé ancestral, où ils étaient en train d'imaginer, redanser des danses du VIe siècle avant Jésus-Christ, pendant que la foule passait autour d'eux. C'est un artiste du nom de Émile Morel qui fait, avec Internet, avec des images sur Google, toute une série de sutures de ce genre. C'est aussi Cindy Sherman qui fait des sutures entre elle et d'autres personnages. Il y en aurait plein. Alors pour finir, est-ce que l'on peut dire que la principale activité contemporaine que nous contemplons tous les uns et les autres, c'est se casser la gueule, c'est de rentrer dans un monde complètement apocalyptique, avec, à côté de ça, la possibilité d'une médiation. Donc c'est cette tension-là qui est intéressante. Et peut-être que ce qui se passe aujourd'hui avec ce que tu fais, Pierre, c'est ça. C'est cette réflexion sur la possibilité d'une médiation entre les tensions. Et c'est ça qui me paraît intéressant. Et peut-être qu'on va vers l'avènement d'une prise de conscience globale. En tout cas, je parlais d'horizon d'attente pour commencer. C'est comme ça que ça commence. C'est cet horizon d'attente qui est... Avec peut-être un effet sur le politique, on y croit ou pas. Hein. Il y a peut-être ça. Avec peut-être un rebond sur l'économique. Mais ces attentes-là sont extrêmement importantes pour faire triompher ce qui va s'appeler un jour la proximité, c'est-à-dire l'agilité et la proximité pour pouvoir vivre ensemble. Ça, c'est un mythe fondateur dans lequel les gens essaient de voir si on peut s'en tirer d'affaire. Alors, voilà, il y avait juste l'idée que vous connaissez tous. L'idée que vous connaissez tous avec le signe noir, que c'est pas gagné, parce qu'on ne peut n'attendre rien, tout peut changer, c'est autre chose. Je vous passe la métaphore de Taleb il y a 4-5 ans, et puis avec le regard que l'on peut avoir, en se disant qu'après tout, on peut peut-être y arriver. Donc voilà ce que je voulais échanger avec vous sur mes recherches récentes dans mes voyages de baroudeur, comme disait l'autre.